Bonjour à tous, aujourd'hui un cours sur le vivant. Le vivant, c'est une notion assez complexe. La science qui s'occupe de l'étude du vivant, c'est la biologie. Bio, ça veut dire vivant. Mais les biologistes qui pourtant étudient le vivant n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une définition du vivant qui soit satisfaisante pour tous. Donc très difficile d'étudier ce que c'est que le vivant. Et encore plus difficile encore de définir ce qu'est la vie, qui serait la caractéristique du vivant. En tout cas, on peut dire que le vivant, c'est ce qui s'oppose à l'inerte. Alors, par exemple, la pierre ou la plante ou l'animal sont des êtres vivants, par opposition, par exemple, à la pierre, qui serait un être inerte, ou alors à mon bureau, qui est un être inerte. Le vivant, c'est ce qui s'oppose à l'inerte. Et qu'est-ce qui fait que le vivant peut s'opposer à l'inerte? Eh bien, un certain nombre de caractéristiques. Déjà, l'être vivant est toujours un individu, c'est-à-dire c'est une totalité qui a son identité propre et qui est un organisme, c'est-à-dire un système d'organes interdépendants dont chacun constitue au fonctionnement du tout. Donc, c'est un organisme, c'est un tout qui est composé d'organes, et ces organes sont certes séparés, ils ont leur fonction propre, mais ils sont interdépendants, c'est-à-dire ils concourent au fonctionnement du tout. Et si par exemple il y a un dysfonctionnement d'un certain organe, eh bien ça va avoir des répercussions sur les autres organes. Ce sont des organes interdépendants qui concourent au fonctionnement du tout, comme s'ils étaient faits exprès pour assurer la fonction de faire fonctionner le tout, comme s'il y avait une finalité. Une finalité, c'est l'idée que les choses sont faites dans un certain but, non pas simplement mécaniquement, c'est pas simplement de la mécanique, c'est pas simplement du hasard, hein, un enchaînement de causes et d'effets, mais comme si les organes étaient faits dans un certain but qui serait le fonctionnement du tout, de l'individu. L'œil serait fait pour voir. Le cœur serait fait pour permettre au sang de circuler. Les poumons seraient faits pour nettoyer le sang, etc. Cette question du finalisme dans le vivant va nous poser problème, hein, mais on verra ça plus tard. Donc le vivant, c'est toujours un être vivant, un individu qui est un tout, un organisme composé d'organes séparés, mais qui concourent tous au fonctionnement de l'individu et qui sont interdépendants. Le vivant peut se définir aussi par un certain nombre de fonctions. La nutrition, là, j'arrive pas, hop. La nutrition, l'être vivant est un être qui se nourrit. La reproduction, un être vivant se reproduit. Alors il y a plusieurs modes de reproduction, mais l'être vivant se reproduit. L'autorégulation, par exemple dans les êtres vivants, il y a toujours un système d'autorégulation qui concourt à la stabilité de l'ensemble. Et l'autoréparation, par exemple, si je me blesse, eh bien, tout un tas de processus vont se mettre en marche pour réparer ma blessure, pour que je guérisse. On trouve ces fonctions dans tous les êtres vivants et n'oublions pas, le plus important, l'être vivant, c'est avant tout un être qui est destiné à mourir. La mort est une caractéristique essentielle du vivant. Concernant le vivant, on va schématiquement distinguer deux positions, le vitalisme et le matérialisme. Le matérialisme, c'est quoi? Ça consiste à dire qu'il n'y a besoin de rien de plus que de la matière pour faire du vivant. La matière qui est régie par des mécanismes, eh bien la matière, en se complexifiant, hein, quand les mécanismes matériels se complexifient, ça va donner lieu à des êtres vivants. Les vivants ne sont donc que des mécanismes. Il n'y a aucun principe de vie séparé de la matière. Il suffit de la matière pour faire du vivant. Il suffit de la matière et des mécanismes
pour faire du vivant. Simplement, le vivant, c'est de la matière complexe, on pourrait dire, avec des mécanismes un peu plus complexes que les mécanismes qu'on va trouver dans les choses inertes. Première partie, donc, ceux qui disent que pour faire du vivant, il ne faut rien de plus que de la matière et des mécanismes. En ce sens, si je suis matérialiste en ce sens, que je dis que le vivant, ce n'est que de la matière, eh bien, dans ce sens, on peut dire que la biologie n'est qu'une sous-branche de la physique. Tout est matériel, mécanisme. Mais il y a une deuxième position qu'on va appeler, pour simplifier, le vitalisme, qui consiste à dire que pour faire du vivant, la matière ne suffit pas. Pour faire du vivant, eh bien le mécanisme ne suffit pas. Pour faire du vivant, il faut quelque chose d'autre que de la matière. Il va falloir un principe de vie distinct de la matière. Ce principe de vie, de manière générale, on l'appelle âme. Âme, animus, c'est ce qui anime. Donc, deux grandes positions, ceux qui disent que la vie, ce n'est que de la matière, et la matière s'anime simplement en se complexifiant, mais il n'y a pas de principe de vie distinct de la matière, ça c'est le matérialisme. Et le vitalisme qui dit que non, on ne peut pas réduire le vivant à de la matière. Pour qu'il y ait du vivant, il faut un principe de vie. Et ce principe de vie, on va l'appeler généralement âme, ce qui anime. Mais attention, ce terme va porter à confusion. On verra que ce que Descartes appelle âme, c'est pas un principe de vie. On verra ça plus tard. Alors, dans le vitalisme, il y a cette idée que le vivant, ce n'est pas seulement du mécanique. Il y a bien un principe de vie qu'on appelle âme. Une philosophie vitaliste, c'est celle d'Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ. Tout ce qui est vivant possède une âme, c'est-à-dire un principe de vie. Alors il y a différents types d'âmes. Il y a l'âme végétative du végétal, qui permet aux végétaux de pousser, de faire des fleurs, des graines, etc. Il y a le principe de vie de l'animal, qui permet à l'animal de se mouvoir, et il y a un principe de vie qu'on ne va trouver que chez l'homme, qui est l'âme rationnelle, qui permet à l'homme de penser, de choisir, d'être libre. Mais aussi bien la plante, l'animal ou l'homme possèdent une âme. Et voilà, simplement, il y a 3 types d'âmes, l'âme végétative, l'âme animale et l'âme propre à l'être humain, l'âme rationnelle. L'être humain possède les 3. Ce qui le définit en tant qu'homme, c'est l'âme rationnelle. Mais donc, il y a ce principe de vie qui n'est pas réductible à de la matière. Ce principe de vie, ce n'est pas de la matière. Et cette âme, alors, ce principe de vie qui fait de nous des êtres vivants, c'est quoi ? C'est assez compliqué, mais on va dire que cette âme, en fin de compte, c'est l'inscription en nous d'une certaine essence, de ce qui nous définit, et l'inscription en nous d'un certain but que nous devons atteindre, d'une certaine fonction que nous devons accomplir. Par exemple, l'œil est fait pour voir, l'oiseau est fait pour voler, l'homme est fait pour penser. Et c'est cette fonction, cette mission de vie, on pourrait dire, elle est inscrite dans l'âme. L'âme d'un être vivant, c'est l'inscription dans cet être vivant de sa mission de vie, en gros, de ce pourquoi il est fait. Comme si la nature visait un but, avait une volonté. L'oiseau, il est fait pour voler. L'être humain, il est fait pour penser. D'ailleurs, là je fais une petite parenthèse, Aristote disait, c'est quoi être heureux ? Être heureux, c'est avoir actualisé ce pourquoi on était fait. C'est-à-dire notre âme, ça porte en nous une mission de vie, une certaine fonction qui au départ est en puissance. Je vous rappelle qu'en puissance, ça veut dire à l'état non réalisé, comme le chêne est en puissance dans la graine.
Il est là le chêne, déjà dans la graine, mais il est en puissance, il n'est pas encore réalisé. Et le chêne, quand il va grandir, quand il va devenir un chêne, il va devenir en acte. Il va actualiser son essence. Voilà. Et pour Aristote, être heureux, c'est quand on est en acte, quand on a actualisé ce pourquoi on était fait, se comporter en nous en tant que puissance. Eh bien, le principe de vie que tout être vivant porte en lui, c'est une sorte de mission de vie, une sorte de but qui au départ est simplement une graine en nous, en puissance. Et notre vie va tendre à actualiser, à réaliser ce qui au départ était en puissance. Donc, pour Aristote, tous les êtres vivants visent un but et ne peuvent être compris que si on comprend ce but qui est visé. Il y a une volonté à l'œuvre dans la nature, et si je veux rendre compte des phénomènes naturels, il va falloir que j'essaye de comprendre cette volonté, de voir pourquoi les choses sont faites, les êtres vivants sont faits. Si je n'arrive pas à comprendre pourquoi les êtres vivants sont faits, eh bien je ne comprendrai rien aux êtres vivants. Et donc, on avait vu un repère, expliquer, comprendre. Je vous rappelle ce repère. Expliquer, c'est rendre compte d'un phénomène en termes de mécanisme, c'est-à-dire d'enchaînement de causes et d'effets, d'enchaînement nécessaire de causes et d'effets. Mais expliquer, ça se fait par mécanisme et pas par finalisme. Il n'y a pas besoin de chercher une volonté qui serait à l'œuvre dans la nature. Il n'y a pas de volonté, simplement du mécanisme. Et comprendre, c'est essayer de se représenter une intériorité, une volonté, un sens visé. Eh bien, pour Aristote et pour tous les philosophes finalistes, eh bien, pour expliquer la nature, eh bien, expliquer, ça ne va pas suffire. Il va falloir essayer de comprendre quelle est la volonté à l'œuvre dans la nature, quel est le sens visé par la nature. Donc, expliquer un être en termes de finalisme, d'une certaine manière, c'est le comprendre. C'est se demander pourquoi, dans quel but il agit, quel but il vise. Donc voilà, Aristote, il y a bien un principe de vie dans tout être vivant, et ce principe de vie, c'est une sorte de but qui est visé par la nature dans cet être. Donc finalisme d'Aristote. Voilà la vision finaliste. On verra un autre finalisme, celui de Bergson, mais on le verra ensuite. Face à Aristote vont s'opposer les matérialistes. Je le rappelle, pour les matérialistes, le vivant, c'est de la matière. Simplement, c'est de la matière un peu plus complexe. Le vivant, c'est du mécanisme, c'est-à-dire de l'enchaînement nécessaire de causes et d'effets sans qu'il y ait de but visé. Aucun but n'est visé. Autrement dit, pour les mécanistes, l'œil n'est pas fait pour voir. L'œil n'a pas été fabriqué pour la vision. Simplement, mécaniquement, ce qui se passe dans l'œil fait que l'œil voit. Mais ça n'a pas été fait exprès par une volonté qui serait à l'œuvre dans la nature. Dans le matérialisme, il y a le rejet du finalisme. Il n'y a pas de but visé. C'est mécanique. L'œil, c'est le résultat d'un certain nombre de mécanismes qui provoquent la vision. Mais ça n'a pas été fait exprès. Première grande position mécaniste, celle de Descartes, avec la fameuse théorie des animaux-machines. Pour Descartes, les animaux ne sont que des mécanismes certes très 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 complexes, mais des mécanismes quand même. Tout corps vivant est comme une machine, une sorte de machinerie avec la pompe qui serait le cœur, et puis la pompe qui envoie le sang qui est un fluide, donc c'est une machine. Et pour Descartes, donc, il n'y a pas de distinction fondamentale à faire entre une pierre et un chien, entre une sonnette et un oiseau. Le vivant, c'est simplement du mécanisme. Par exemple, pourquoi je parlais de la sonnette ? J'appuie sur une sonnette, j'appuie sur le bouton, ça fait dring. C'est un mécanisme.
Un mécanisme qui fait que quand j'appuie sur le bouton, il y a un petit câble qui va du bouton jusqu'à la sonnerie, ça fait dring. Ouais, mes explications sont un peu simplistes. Mais c'est du mécanisme, il n'y a pas autre chose que de la matière dans ma sonnette. J'appuie, ça fait dring. Et bien pour Descartes, le chien, c'est pareil. Je donne un coup de pied, ça fait waf, ça aboie. L'être vivant en tant que vivant n'est pas différent d'un mécanisme. Et si on peut dresser les animaux, c'est pas parce qu'ils seraient intelligents ou parce qu'ils auraient une âme ou parce qu'ils comprendraient des choses. Qu'est-ce que c'est dresser un animal? C'est simplement créer des mécanismes complexes en s'appuyant sur les mécanismes innés qui régissent les animaux, c'est-à-dire leurs instincts. En ce sens, on peut dire que Descartes a anticipé euh, la théorie de Pavlov, vous savez, sur le chien de Pavlov. Bon, je vais vous raconter l'histoire du chien de Pavlov. Au départ, ça c'est au 19e siècle, Pavlov, ou au début du 20e, je ne sais plus. Au départ, les animaux ont des instincts. Et des instincts, c'est quoi? Ce sont des mécanismes naturels. Vous montrez de la viande à un chien, le chien va voir la viande, va sentir la viande, et donc neurone sensitif, vision de la viande, et ce neurone sensitif, vision de la viande, est lié à un neurone moteur qui va provoquer la salivation. Ce n'est pas de la pensée, ce n'est qu'un mécanisme. La vision de la viande entraîne mécaniquement la salivation. Pas besoin de penser, c'est simplement du mécanisme. Maintenant, vous faites écouter une petite cloche au chien à chaque fois que vous lui montrez de la viande. Au départ, quand le chien entend la cloche, eh bien, il n'y a pas d'instinct, il n'y a pas de mécanisme naturel qui fait que le chien va saliver. Non, ça n'existe pas. Mais si pendant un certain nombre de fois, en même temps que vous montrez la viande au chien, vous lui faites écouter la petite cloche, eh bien, il va y avoir une liaison synaptique qui va se créer entre le neurone sensitif, j'entends la cloche, et le neurone moteur, salivation. Et au bout d'un certain temps, je vais faire entendre la cloche au chien, et même si je ne lui montre pas la viande, eh bien le chien va saliver. J'ai créé chez le chien un nouveau mécanisme. Pour créer ce nouveau mécanisme, je me suis appuyée au départ sur un mécanisme existant, un mécanisme inné, un réflexe naturel, mais j'ai créé par l'habitude un nouveau mécanisme. Je n'ai pas créé pour autant de la pensée. Le chien ne se dit pas « Oh tiens, j'ai entendu la clochette, cela veut dire que je vais avoir de la viande ». Non, cela ne crée pas de la pensée, j'ai simplement créé un nouveau mécanisme. Et donc Descartes va nous dire, les animaux qu'on dresse, si on peut les dresser, c'est justement parce que ce sont des mécanismes. Et dresser un animal, c'est simplement créer chez lui des mécanismes. Donc pour Descartes, il n'y a pas du tout de distinction fondamentale à faire entre une pierre et un chien, entre une voiture et une vache. Dans tous les cas, il s'agit de matière régie par des mécanismes, rien d'autre que de la matière, rien d'autre que du mécanisme. Ce qui fait que pour Descartes, pour rendre compte du vivant, on n'a pas besoin d'âme, on n'a pas besoin de principe de vie qui anime le vivant. Le vivant, ce n'est que de la matière un peu plus complexe. Pas besoin de principe de vie. Descartes n'est pas vitaliste. Il n'y a besoin que de matière pour créer du vivant. Donc il n'y a pas besoin d'âme qui anime. Alors ça va être quoi l'âme pour Descartes? Eh bien, l'âme pour Descartes, c'est pas comme chez Aristote, c'est pas ce qui anime. En gros, pour Descartes, il y a deux catégories. Il y a tout. Les pierres, les plantes, les chiens, les chaises, les bureaux, tout ce qui est matériel est explicable en termes de mécanisme. Et on met tout dans le même sac. On met dans le même sac la sonnette et le chien. On met dans le même sac la pierre et la plante. Le vivant
ne se distingue pas de l'inerte pour Descartes, ce n'est que de la matière. Il y a simplement une différence quantitative de complexité du mécanisme, mais il n'y a pas de distinction fondamentale. Et il y a une seule exception. Et c'est quoi cette exception? C'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est l'être humain. L'être humain qui n'est pas seulement un être vivant, explicable en termes de mécanisme, mais l'être humain qui a cette spécificité, nous dit Descartes, qui est d'être un être conscient et un être qui pense. Et quand Descartes va parler d'âme, ce qu'il entend par âme, ce n'est pas un principe de vie, puisqu'il n'y a pas besoin de principe de vie. Le vivant, c'est de la matière. Ce que Descartes appelle âme, c'est le principe de la pensée qui va rendre l'homme conscient et capable de liberté. Parce que vous voyez que tout ce qui est mécanique ne peut pas être libre, puisque tout ce qui est mécanique est réductible à un enchaînement nécessaire de causes et d'effets. Donc il n'y a pas de liberté dans le mécanisme. Tandis que l'homme, selon Descartes, qui est un être conscient, n'est pas réductible au mécanisme, et donc lui va pouvoir être libre. Donc pour Descartes, seul l'homme possède une âme, mais ce que Descartes appelle l'âme, ce n'est pas comme chez Aristote un principe qui anime. Ce que Descartes appelle l'âme, c'est la source de la pensée, qui n'est pas matérielle, qui est spirituelle. Voilà. Donc pour Descartes, il y a deux grandes catégories. Toute la création, la plante comme la pierre, et les objets techniques, qui ne sont que de la matière, que du mécanisme. Et une seule exception, l'être humain qui est un être conscient. Donc d'une certaine manière, la catégorie du vivant n'existe pas en tant que telle chez Descartes, puisqu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'inerte et le vivant. Il y a simplement une différence quantitative. Donc chez Descartes, on va avoir un rejet du phénalisme. Contrairement à Aristote, il n'y a pas d'intention à l'œuvre dans la nature. Ce n'est pas parce que ce n'est pas pour voir que l'œil est fait, rien n'est fait pour un certain but, simplement tout est explicable en termes d'enchaînement mécanique de causes et d'effets. Seul l'homme, parce qu'il est un être conscient, peut viser des buts. L'homme, parce qu'il est un être conscient, peut avoir une finalité. Par exemple, je veux construire une chaise pour m'asseoir dessus. Mais pour vouloir construire une chaise pour s'asseoir dessus, il faut avoir une pensée, il faut avoir une volonté. Dans la nature, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de volonté, donc il n'y a pas de finalité. Dans la nature, il n'y a que du mécanisme. Et donc, pour Descartes, la vie peut être expliquée par les seules lois de la physique et de la chimie. Voilà pour Descartes. On va avoir une position mécaniste qui est très connue, celle de Darwin. Darwin qui va expliquer l'évolution des espèces sans faire intervenir de finalité, d'intention, de but visé. Simplement Darwin explique toute l'évolution des espèces simplement par la sélection naturelle qui fait que ce qui fonctionne peut se reproduire, ce qui ne fonctionne pas, au bout du compte, va être éliminé. On a vu dans le cours sur la religion cette idée que le monde a pu s'auto-organiser de manière mécanique. Il n'y a pas eu une volonté d'organiser le monde, une volonté qui a voulu l'ordre du monde. L'ordre du monde est le résultat d'une sélection mécanique, sans intention, sans but. Il n'y a pas un principe de vie qui aurait une volonté propre, etc. Tout est mécanique, tout est matière. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y aura un prochain cours où on verra l'objection que Kant va faire à Descartes et on verra un deuxième type de vitalisme, un vitalisme sans finalisme, celui de Bergson. Pour l'instant, on retient le vivant, c'est ce qui s'oppose à l'inerte. Le vivant, c'est ce qui meurt. Le vivant, c'est un organisme, c'est-à-dire c'est un système d'organes interdépendants qui se caractérise par la nutrition, la reproduction, l'autorégulation, l'autoréparation et la mort. Et deux grandes positions, ceux qui disent que pour faire du vivant, on n'a besoin que de matière et de mécanismes, les matérialistes, et ceux qui disent que pour faire du vivant,
eh bien il faut autre chose, il faut un principe vital, un principe de vie qu'on va appeler âme. Mais attention, quand Descartes parle d'âme, il ne parle pas de principe qui anime, il ne parle pas de principe de vie. Quand Descartes parle d'âme, il parle du principe spirituel de la pensée et de la conscience, source de la liberté. Allez, bonne soirée.